Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rendez-vous à 14h30 à l'Elysée. Message envoyé aux chefs de parti, à l'exception du RN et de la France Insoumise, en pleine nuit, à 2h du matin, par la présidence de la République. Emmanuel Macron fait des nuits blanches et pour cause, il s'est engagé à nommer ce soir un nouveau Premier ministre censé mettre fin à la crise que traverse le pays depuis 5 jours. Arthur Delaborde, le chef de l'État, avait l'habitude d'être le maître des horloges. Cette fois, ce n'est pas lui qui donne le tempo. Pour la 4e fois en un an, Emmanuel Macron doit trouver un Premier ministre, un profil capable de négocier un budget et de ramener un semblant de stabilité politique. Mais la mission tourne au casse-tête. Jamais le chef de l'État n'a paru aussi affaibli ni aussi isolé. Et ironie du sort, lui qui aime contrôler l'agenda et temporiser se retrouve cette fois pressé par l'urgence. Le temps joue contre lui. Le nouveau gouvernement doit présenter son projet de budget dès lundi en Conseil des ministres. Une contrainte importante, car le 13 octobre est la date butoir pour le déposer au Parlement, afin qu'il puisse être adopté d'ici la fin de l'année. En clair, cela signifie qu'Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre aujourd'hui et un gouvernement avant la fin du week-end. Même pour le maître des horloges, les délais institutionnels restent inflexibles. Arthur Delaborde. Alors qui pour succéder à Sébastien Lecornu? Le suspense reste entier. Il faut mettre le quoi avant le qui, martelait hier encore le patron de Renaissance Gabriel Attal, mais c'est bien le profil du futur Premier ministre qui déterminera son action et plusieurs pistes sont sur la table, Mayalène Trémollet. L'hypothèse privilégiée serait celle d'un gouvernement construit autour du socle commun de la Macronie aux Républicains. Quant au successeur de Sébastien Lecornu à Matignon, il pourrait s'agir de Sébastien Lecornu lui-même qui accepterait un second mandat, une option défendue à ce stade par l'entourage du président et pour cause, l'ancien ministre des Armées fidèle d'Emmanuel Macron qui se décrit lui-même comme un moine soldat serait pour beaucoup le plus à même de poursuivre les négociations entamées lundi. Autre possibilité, celle d'un profil non macroniste issu du centre ou de la droite, profil comme celui de Jean-Louis Borloo par exemple, dont l'expérience est soulignée par une partie des Républicains. Mais rien n'est acté, le chef de l'État pourrait aussi faire le choix d'un gouvernement tourné vers la gauche, en nommant par exemple Bernard Cazeneuve, ou à l'inverse se décider pour un profil technique issu de la société civile. Loin de toute alliance politique, le Premier ministre serait alors seulement chargé de faire passer un budget et de gérer les affaires courantes. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1, l'instabilité politique qui pèse sur l'économie du pays. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dénonce un gâchis politique et appelle à des compromis. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. C'est l'information de la nuit. Le gouvernement israélien approuve l'accord avec le Hamas. Accord qui prévoit un cessez-le-feu et la libération de 20 otages en début de semaine prochaine. En Israël, comme dans les territoires palestiniens, les civils ont célébré la nouvelle, mais ils sont nombreux, comme Sarah, mère de 3 enfants qui vit à Tel Aviv, à rester méfiants, prudents vis-à-vis de cet accord. Écoutez. On l'espère que ça va changer notre quotidien positivement et qu'on sentira moins la menace constamment, qu'on se posera pas 15 fois la question avant de sortir pour aller au parc. Mais si je dois vous dire la vérité, je pense que beaucoup d'Israéliens ont perdu leur naïveté depuis le 7 octobre parce qu'on sait qu'on a en face de nous un ennemi qui, s'il en avait la possibilité, referait un 7 octobre chaque jour. Je sais que s'ils en avaient la possibilité, ils viendraient chercher mes enfants dans leur lit comme ils l'ont fait le 7 octobre. Ce traumatisme, il est extrêmement présent dans la tête et dans le cœur des Israéliens. Donc, il y a à la fois un espoir que la situation se calme, mais je peux pas vous dire qu'on a complètement la certitude qu'on va avoir une vraie paix. Le témoignage de Sarah à Tel Aviv, recueilli par Charles Bouchin pour Europe 1. Donald Trump, en revanche, ne cache pas son optimisme. Attendu en Israël dimanche, le président américain s'est félicité cette nuit des avancées déjà obtenues. Comme vous le savez, nous sommes parvenus à quelque chose d'extraordinaire. Des gens disaient que ça ne pourrait jamais être fait, mais nous avons terminé la guerre à Gaza et sur une base beaucoup plus large, nous avons créé la paix. Je crois que ce sera une paix durable et espérons-le, une paix éternelle, une paix au Moyen-Orient. Nous avons réussi à obtenir la libération de tous les otages. Ils seront libérés lundi ou mardi. On va aller en Égypte et on aura une signature additionnelle. Quelqu'un qui me représentait a déjà signé, mais là ce sera une signature officielle. Voilà, Donald Trump qui précise également que le désarmement du Hamas sera discuté dans une prochaine phase de négociation. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En attendant cette deuxième phase cruciale pour la sécurité d'Israël, Washington va mobiliser des militaires américains afin de veiller au respect du plan de paix.
Eh bien, dans un premier temps, ce sont 200 militaires américains qui vont rejoindre cette nouvelle task force. Tous sont partis du commandement militaire des États-Unis pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, déjà déployé dans la région. Et selon les médias américains, leur rôle sera, je cite, de superviser, d'observer et de s'assurer qu'il n'y a pas de violation ni d'incursion au-delà des frontières convenues par l'accord. On ne sait pas encore où ces militaires seront postés, mais une chose est sûre, ils ne seront pas déployés dans Gaza. Ils seront uniquement chargés d'observer et d'analyser en collaboration avec les forces israéliennes et de plusieurs autres pays, potentiellement l'Égypte, la Turquie et les Émirats arabes unis, pour créer ce qui est décrit comme une force de stabilisation internationale pour le territoire. Une opération en plusieurs étapes qui devrait démarrer après les échanges d'otages et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Rémi Amalvi aux États-Unis pour Europe 1. Notez par ailleurs que le prix Nobel de la paix, très convoité par Donald Trump, doit être remis aujourd'hui à 11h. L'accord sur Gaza ne sera en revanche pas pris en compte, le comité ayant déjà arrêté son choix. En Belgique maintenant, 3 jeunes d'une vingtaine d'années ont été interpellés à Anvers, soupçonnés de préparer un attentat terroriste d'inspiration djihadiste. Ils visaient notamment le Premier ministre belge, Bart De Wever, qu'ils envisageaient d'attaquer avec un drone. Selon la presse locale, la police a fouillé une maison à quelques mètres du domicile du chef du gouvernement. Les suspects nés entre 2001 et 2007 ont été auditionnés. L'un est ressorti libre. Les 2 autres vont être présentés aujourd'hui à un juge d'instruction. Et en France, le malaise de la police judiciaire. Près de 3 millions d'enquêtes sont en attente d'être élucidées. Des plaintes, des témoignages, des indices, des preuves enfermés dans des cartons d'où ils ne sortiront peut-être jamais, car les enquêteurs manquent de moyens. Il manque aussi de bras dans une filière qui ne séduit pas, William Molinier. Selon les projections pessimistes de l'administration, il pourrait y avoir fin 2030 près de 8 millions de procédures en souffrance, plus du double qu'aujourd'hui. Les solutions manquent, il faudrait au moins 2000 enquêteurs supplémentaires pour contenir le stock qui est déjà à un niveau élevé, estime un haut cadre de la place Beauvau, inenvisageable dans le contexte budgétaire actuel. Autre piste, classer sans suite des milliers d'enquêtes supplémentaires. Là encore, ce n'est pas une solution pour les victimes, déplore Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité. L'escroquerie qui n'atteindrait pas un montant assez sérieux pour qu'on puisse le catégoriser comme étant urgent reste dans une pile au risque de malheureusement ne pas être traité. Derrière chacun de ces dossiers, il y a déjà premièrement une victime qu'on va de fait maltraiter et aussi un auteur qu'on va de fait pas punir. Les policiers plaident pour une prise de conscience politique mais aussi de la part des citoyens car la judiciarisation à l'excès fait déborder les services d'investigation, un peu à l'image des urgences dans les hôpitaux saturés à cause de patients qui relèvent parfois de la bobologie. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. L'actualité judiciaire, journée cruciale au procès Jubilard aujourd'hui. Après une semaine de témoignages accablants contre Cédric Jubilard, notamment ceux de sa mère et de ses 2 ex-compagnes, l'accusé va s'exprimer à la barre. Depuis la disparition de son épouse Delphine en décembre 2020, il n'a cessé de crier son innocence, mais il aurait confié à ses co-détenus avoir fait disparaître le corps, comme, je cite, un magicien. Il est 8h09 sur Europe 1 en sport, le football France-Azerbaïdjan ce soir. 20h45 au Parc des Princes, un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Il faudra choisir, ce sera football ou Premier ministre, voilà, ça va tomber en même temps. Et puis ce soir, ne manquez pas le studio des légendes, 21h, 22h, Jacques Vendroux sur Europe 1. Avec des invités exceptionnels, ce soir le champion olympique et champion du monde de canoë Nicolas Gestin et Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres à Tokyo mi-septembre, premier médaillé français depuis l'argent décroché par Alain Mimoun, c'était en 1952. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Votre invité politique, Sylvain Maillard, le député Ensemble pour la République face à Romain Desarbres. Il est 8h10. Et puis tendez l'oreille et écoutez ce qui suit. Attention,